merci à la filière pour cette invitation. J'ai intitulé ma présentation « En route vers le 4e plan maladies rares » puisque vous avez bien compris que je vous parle dans une actualité chargée qui est celle de la construction de ce 4e plan. Déjà, brosser le paysage maladies rares, vous le connaissez, mais c'est les derniers chiffres d'Orphanet qui recensent plus de 6300 maladies rares. Voilà, à l'échelle européenne, c'est 300 millions de personnes et 3 millions à l'échelle française. Chiffre important quand même, 84% sont des maladies dites ultra rares, donc ça c'est quand même important de l'avoir en tête. Vous savez qu'elles sont à grande majorité 72% génétiques, à grande majorité encore pédiatriques et aussi 70% sont multisystémiques. Et chiffre majeur, qui était d'ailleurs une ambition, on le verra tout à l'heure, du 3e plan, encore 5 ans d'errance diagnostique, donc on a là aussi un axe d'amélioration déjà identifié. Je vous refais pas l'histoire, mais quand même de dire qu'on part en 2004 du PNMR1, le premier plan maladies rares qui a labellisé, on verra tout à l'heure comment ça a bien évolué, 131 centres de référence, vous voyez, le premier plan. Deuxième plan qui a été, si je résume à grands traits, la constitution des filières de santé maladies rares, donc au niveau national et la constitution de la Banque nationale de la donnée maladies rares. Et puis le 3e plan dans lequel on est encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des chiffres entre parenthèses, 2018, il devait se terminer en 2023, on l'a prolongé le temps de l'évaluer, ce 3e plan, lancé en 2018, avec qui s'est donné 5 ambitions que je vous rappelle ici, savoir d'où on part. Eh bien, justement, quand on parle de diagnostic, il disait ce plan de permettre un diagnostic rapide pour chacun. La deuxième ambition, deuxième objectif, c'était les innovations, notamment dans les traitements. Le 3e objectif que s'était donné le PNMR3, c'était d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades, de leur entourage, des aidants. Le 4e objectif est autour de la communication, de l'information, de la formation des professionnels et également des personnes malades. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique des patients qui ont été financés et surtout qui ont été mis en œuvre. Et puis la dernière ambition dont on a aussi un petit peu parlé tout à l'heure, c'était autour d'optimisation des financements, de transparence des financements et de modernisation des organisations. Sur la suite, c'était les résultats de la labellisation, puisque là c'est une diapositive qu'on a actualisée et qui est désormais officielle. C'est des chiffres donc avec la nouvelle labellisation. Ce qui ne bouge pas évidemment, c'est les 23 filières de santé maladies rares, ça c'était déjà le cas. Elles vont être relabellisées, on en reparlera tout à l'heure, en fin 2024 pour une mise en œuvre en 2025. 603 centres de référence maladies rares, il y en avait 471 avec le PNMR 3. Donc vous voyez qu'on fait une augmentation de 28% des centres de référence qui sont financés et on reste peu ou prou avec le même nombre de centres de compétences, 1708 centres de compétences qui, il y a 5 ans, n'avaient pas été vraiment vérifiés. Là, c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps, mais on a vérifié côté des JOS, en lien avec le jury, en lien avec la BNDMR et en lien avec les filières, l'ensemble de ces candidatures. Il y en avait 1800, donc vous voyez à peu près une centaine qui n'est pas centre de compétences. Pourquoi ? Parce que parfois, on a vu des doublons de centres de compétences dans un même établissement, ce qui n'était pas possible dans un appel à projet. Donc, on a regroupé un certain nombre de candidatures de centres de compétences dans un même CRMR, et dans un même CCMR, pour le coup, centre de compétences. Donc souvent, ils ont la possibilité d'être adultes et pédiatriques. La plupart des cas, c'est ça, c'est pas toujours ça, mais c'est ce qui explique pourquoi il y a eu un certain nombre de candidatures qui ont demandé à être fusionnées. Et puis certaines, peu, mais ne remplissaient pas les critères pour être centre de compétences. Il fallait avoir au moins 25 patients dans la file active, sauf une exception parce que la maladie l'expliquait. Des acteurs dont on a parlé, vous les connaissez, les ERN, évidemment, je n'y reviens pas, qui là aussi, eux aussi ont été relabellisés. Ça a été une vaste affaire aussi en fin d'année dernière. Et puis, on va en reparler, les plateformes. Petite alerte pour la question. Et puis, l'Alliance Maladies Rares qui recense plus de 240 patients. J'ai un peu du mal avec le pointeur, désolé. Voilà. Sur les plateformes, donc il y a eu 2 appels à projets, donc 2019-2020. Donc il y a eu 2 vagues de financement et 2 vagues d'appels à projets sur 10 plateformes, puis 9 plateformes en plus. Donc ça fait 19 plateformes qui couvrent, vous voyez, l'intégralité du territoire national et métropolitain, puisqu'il y a 19 plus 4 plateformes de coordination en Outre-mer. Donc l'ensemble des territoires sont couverts. Ils recoupent peu ou prou, alors
exception de l'Île-de-France. Mais si on sort de l'Île-de-France, qui recoupe en fait le territoire des agences régionales de santé, sauf pour les très très grandes régions, voilà, PACA par exemple, il y en a deux pour la grande région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc voilà. Mais en tout cas, ce qui veut dire que l'ensemble des territoires sont couverts. Ce qu'on a décidé dès cette année, c'est donc de les financer à 50%, ces plateformes, pour justement que le côté territorial de ces plateformes, parce qu'elles n'ont pas une vocation à être nationales, mais bien territoriales, soit renforcé. Donc si elles ont à aller à chercher des financements complémentaires, elles peuvent le faire auprès de leur ARS notamment. Nous, au côté national, on a dit qu'on était en mesure de les financer à hauteur de 50%. Sur des missions, là où on a déjà eu un peu un échange avant, mais je le fais devant tout le monde, l'appel à projet il était volontairement, je dirais, hétérogène. C'est ce qui explique aussi la variabilité de ces plateformes. Et elles ont une antériorité, certaines qui existaient avant l'appel à projet. Celle de Saclay, elle existait avant notre appel à projet, celle de Bicêtre. Elle est très axée recherche, par exemple. Si on part en Pays de la Loire, elle est très axée médico-sociale, parce qu'ils ont estimé, en faisant l'évaluation de leur territoire, qu'il y avait un besoin médico-social particulièrement fort et qui n'était pas couvert. Donc il y a des ADN de plateformes qui sont très différents. Maintenant, dans le 4e plan, et même avant le 4e plan, l'évaluation du Haut Comité de la Santé publique dit qu'il y a effectivement un enjeu d'articulation entre le territoire de ces plateformes, le côté national, le sujet des multi-maladies rares. Donc là aussi, les plateformes peuvent se positionner dessus, parce qu'une filière ne répond pas forcément à tout l'enjeu d'une maladie rare. Donc voilà, donc il y a un enjeu d'articulation, donc là je rejoins. Ces plateformes, elles ne sont pas dans la nature, elles sont à chaque fois évaluées avec nous, comme le sont les filières maintenant. Donc chaque année, on a un entretien avec les plateformes, et leurs objectifs est rappelé. Donc on pourra, dans les discussions, évidemment, revenir sur les plateformes. Voilà, parlons rapidement, mais quand même, quand je vous disais transparence vis-à-vis des financements, on a commencé un plan, vous voyez, qui était financé en 2018 à 147 millions d'euros. Il est maintenant à 175 millions d'euros à la fin de cette année. Donc on a déjà en base obtenu, je dirais, sur les 5 ans, 30 millions supplémentaires. Vous allez voir qu'on demande encore plus, et je vais vous dire pourquoi. Mais vous vous en doutez sans doute. Pourquoi ça a été augmenté? Déjà parce que on a dit, mais attention, maladie rare, on est là pour rappeler la réalité du terrain au ministère. Il y a évidemment des gens qui sont embauchés derrière, les centres de référence et les filières, elles emploient. Donc on avait besoin d'une revalorisation à hauteur du point d'indice des fonctionnaires qui a été revalorisé. Il y a eu les accords Ségur, donc on s'est dit, nous aussi, nos MIG, missions d'intérêt général, doivent être revalorisées. Donc on a eu 30 millions supplémentaires. Elles ont servi à quoi ces 30 millions? Ils ont servi au financement des centres, principalement, vous voyez, 134 millions sur les 175. Donc la majorité de l'argent, il arrive au centre de référence. Pour Fil-Foie, je vous ai fait l'extraction. C'est à peu près 2,5 millions pour Fil-Foie en 2023. Donc voilà, pour l'ensemble des centres qui sont financés pour Fil-Foie. En 2023, on est au périmètre de l'ancienne labellisation. Donc on va parler tout à l'heure de la nouvelle labellisation. Les filières, c'est 14 millions d'euros. 602 000 euros ont été attribués à Fil-Foie en 2023. Voilà. Pour la filière, c'est-à-dire pour les missions de la filière. Après, il y a une autre, et c'est le dernier bloc, qui est donc les appels à projets, les actions du PNMR 3 autres. Et là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc l'argent qui est arrivé donc en octobre, c'est l'argent qu'on a voulu pour soutenir les PNDS, les ETP et les RCP, ça on l'avait fait dès la première circulaire. Et en deuxième circulaire budgétaire, je passe assez vite mais on pourra y revenir, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on a voulu dédier des moyens sans précédent, ça n'avait jamais été fait, en moyens Arc et Tech. Donc vous voyez, ça me finance l'équivalent de 71 ETP d'Arc et Tech pour les filières, et 48 ETP à destination des établissements, des plateformes. Et d'ailleurs, on a mis les établissements. On a regardé en fait pas les plateformes, on a regardé les nouveaux centres de compétences dans les plateformes, et on a fait une répartition en fonction des nouveaux centres de compétences pour les plateformes. Sur la filière, on a regardé la taille de la filière. Et donc, pour Fil-Foie, vous voyez, il y a 180 000 euros qui viennent d'arriver, qui doivent être utilisés en moyens Arc et Tech et qui doivent aider au remplissage des bases de données. Voilà, donc ça c'est important, évidemment, à utiliser. Les courriers ont un peu tardé parce qu'on fait des courriers, je vous disais, à chaque établissement. C'est la première fois aussi qu'on l'écrit noir sur blanc pour qu'il n'y ait pas de difficulté vis-à-vis des directions.
on a marqué noir sur blanc que ces crédits doivent être reportés pour 2024, parce que parfois on sait que dans certains endroits, la PHP pour le Panamé, ça peut être un peu compliqué. Donc on a marqué noir sur blanc et que cet argent est reportable, évidemment, pour faire des recrutements, parce que c'est pas toujours facile de trouver des arcs et des techs. Les profils sont à trouver, mais c'est pas toujours facile de les trouver, en tout cas, pour faire que du remplissage de données. Voilà, donc il y a possibilité aussi de mixer, voilà, pour que ce soit évidemment pas que du remplissage de données, mais ça on sait que les filières et les plateformes peuvent être inventives. Ce qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on délègue aussi en deuxième partie d'année de l'argent, 50 000 euros, là on a donné pour 2 ans, donc 100 000 euros pour la formation. Et enfin, je vous disais, mais vous en avez parlé tout à l'heure, 75 000 euros aussi supplémentaires pour soutenir PNDS, ETP et RCP, parce qu'on sait que Rofim coûte de l'argent, donc on a voulu que PNDS, ETP et RCP soient soutenus de nouveau en deuxième circulaire. Et ce qui va arriver, qui là n'est pas encore validé, mais c'est ce qu'on a fait l'an dernier, c'est-à-dire qu'on financera l'Observatoire des traitements, 25 000 euros pour chacune des filières, et 60 000 euros, et ça dépend des filières, pour l'Observatoire du diagnostic. Ça arrivera en toute dernière partie d'année pour financer en 2024 ces 2 observatoires qui, PNMR4 ou pas, continueront. Traitement et diagnostic, c'est évidemment des actions qui resteront majeures. Alors c'est quoi la suite ? La suite, vous en avez déjà parlé, donc je vais passer assez vite. On est en phase d'évaluation du plan. Je vous disais tout à l'heure dans ma réponse à la question que nous, pour l'instant de manière officieuse, on a le rapport conjoint d'évaluation du Haut Comité de la Santé publique et du Haut Comité de la Recherche. Il y a 5 ans, c'était 2 rapports disjoints. Nous, on a dit non, no way, on ne veut pas ça pour le PNMR3, on veut que vous parliez entre les 2 hauts comités. Et donc, il y a un rapport qui est conjoint. Évidemment, leurs mesures, ils sont distincts, mais en tout cas, ils ont une introduction, une conclusion qui... les 2 hauts comités se sont parlé de soins sans parler de recherche, dans les maladies rares, ça n'a pas de sens. Donc, évidemment, la remise, le rapport, il est commun. Et donc, là où on en est vraiment aujourd'hui même, c'est que ces 2 hauts comités, leurs présidents respectifs ont demandé une réunion en présence donc, de nos 2 directions générales, direction générale de l'offre de soins, DGOS, et direction générale de la recherche et de l'innovation. Donc ça, ce momentum va arriver dans quelques jours. Maintenant, on n'a pas encore la date, mais on va avoir une réunion avec eux. Ceci dit, on n'a pas attendu ça pour recenser les différentes recommandations que ces 2 hauts comités font. Et donc, notre apprenti, puisqu'on n'est que 2, Sophie et moi-même, et puis on a Laure qui est notre apprenti, a recensé l'ensemble des actions qu'on fournit au fil de l'eau, donc aux différents groupes de travail, pour que cette évaluation serve à la construction aussi du PNMR4. Et donc, vous voyez, vous en avez parlé tout à l'heure, on s'est donné comme objectif de lancer le 29 février le PNMR4. Lancer ne veut pas dire totalement rédigé. Voilà, sur les objectifs, bon, j'y reviens pas parce que c'était les objectifs, je peux y revenir, mais comme je veux qu'on ait un temps d'échange, je passe assez vite sur certaines diapositives. On leur avait fait un courrier de saisine, donc vous les aurez ces diapositives. Donc voilà, les 5 objectifs qu'on avait donnés, c'est vraiment l'extrait du courrier, donc sur le diagnostic, sur la recherche, sur les réalisations au niveau européen, sur la gouvernance du plan, le pilotage des actions, le lien avec les acteurs. Puis le dernier, c'était évidemment quels grands axes de la politique doivent être poursuivis, doivent être peut-être arrêtés, ou doivent être poursuivis, ou doivent être priorisés. Et c'était bien le sens de l'action qu'a fait une des 2 personnes qualifiées, puisque Agnès Linglard vous a adressé à chacune des filières un questionnaire qui demandait clairement de prioriser les actions pour le PNMR4. Finalement, la première action du plan, ce sera quoi ? Finalement, on l'avait préparé un petit peu. Là, c'est des objectifs qu'on s'est déjà donnés. C'est de rendre les parcours du diagnostic plus lisibles, de soutenir les parcours de maladies rares en proximité. Et il y a un groupe de travail qui va de la proximité, du lien avec la ville, qui est sans doute un axe d'amélioration pour le futur plan. Et puis, un 3e objectif qui est être acteur de son parcours de soins, de vie et de recherche. Donc ça, c'est un peu des objectifs que, pour l'instant, on s'est fixés, mais ils peuvent être évidemment redéfinis avec l'écriture du PNMR4. Et la première action, c'est quoi ? Finalement, c'est la labellisation. On arrive au terme de cette labellisation, puisque l'arrêté de labellisation, après la vérification des 1800 candidatures de centres de compétences, va être publié au bulletin officiel, on espère, fin novembre. Maintenant, c'est aux mains des cabinets des ministres, puisque l'arrêté doit être signé, mais il n'y aura pas de surprise on connaît déjà les résultats de la labellisation, donc les filières peuvent nous les demander, les plateformes nous les demandent aussi. Donc on vous fournit, et vous les avez déjà eu d'ailleurs, ces tableaux par filière, puisque vous avez été associé à la vérification du tableau de labellisation.
Là, c'était pour vous donner quand même avant, vous l'aviez peut-être déjà vu cette diapositive, mais on avait quand même, vous voyez, 44% de demandes de centres financés en plus. On était à 677, le jury a labellisé 600-300. Donc vous voyez, il y a eu un certain nombre de refus, mais il y a quand même eu 28% de centres attribués en plus. Ça, je ne vous détaille pas parce que vous l'avez déjà fait de manière beaucoup plus visuelle, mais je voulais justement que vous l'ayez aussi, que la filière dans son ensemble l'ait. C'est en fait vraiment le document officiel de l'arrêté de labellisation qui va paraître, qui sera un petit peu plus ramassé que ça, et là c'est un peu difficilement lisible, qui reconnaît pour Fil-Foie l'ensemble des centres. Donc là on est sur les voies biliaires et cholestage génétique. Vous aurez la liste aussi de l'ensemble des maladies inflammatoires des voies biliaires et des hépatiques auto-immunes. Donc ça ne tenait pas sur une seule diapositive, donc on l'a mis en deux. Et puis la centre de référence des maladies vasculaires du foie, là aussi, avec les centres coordonnateurs de centres constitutifs et l'ensemble des centres de compétences qui ont été labellisés. Je ne reviens pas parce que vous en avez parlé juste avant, hein, donc je passe assez vite. Ça, par contre, c'est plus important. Donc, mars 2023, on a financé, je vous le disais, au périmètre de la labellisation antérieure, entre guillemets, en tout cas celle qui n'était pas la nouvelle labellisation. On a vérifié les candidatures et on a demandé, dans le cadre de ce qui s'appelle l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM 2024, qui est en cours de discussion aux assemblées en ce moment, une revalorisation de nos MIG. Donc c'est là, on est là, on est en ce moment même. Donc on a demandé, on a été bêtes et méchants, 28% de supplément sur les centres de référence, 28% d'augmentation de notre budget sur les centres de référence. Ça représente quand même 44 millions d'euros demandés pour l'ensemble des centres de référence. Pour l'instant, on est toujours bon, on est en priorité 1 et ça n'a pas été dépriorisé. Donc je pense que, voilà, sans vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, que nous devrions avoir cet argent. Mais tant que c'est pas voté à l'Assemblée, voilà, on reste prudent. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir ce financement supplémentaire pour financer les nouveaux centres et ne pas pénaliser des centres qui sont relabellisés, évidemment. Ce qu'on prépare aussi, c'est un courrier individuel, là, pour la fin de l'année, à chaque candidat et chaque établissement. Pourquoi? Alors, individuel, on ne souhaite pas juste vous dire vous êtes labellisé. Le jury a fait un énorme travail, notamment de recommandations pour la prochaine labellisation, en disant, attention, votre candidature, elle est labellisée, mais vous allez devoir travailler quand même pour dans 5 ans sur notamment à bien renforcer votre aspect recherche. La majeure partie des non-labellisations, pas la totalité mais la majeure, a été refusée pour des critères de recherche. Donc la recherche c'est un temps assez long, donc ça veut dire que les alertes qui vont être dans ces courriers doivent être pris évidemment avec une très grande attention, et la filière je pense a un rôle majeur à jouer, vous le jouez déjà, pour soutenir des projets de recherche pour que dans 5 ans il n'y ait pas des difficultés de non-labellisation d'un certain nombre de centres pour des critères de recherche qui seront souvent les mêmes, hein, c'est-à-dire que pour être constitutif il fallait être investigateur principal d'un projet de recherche donc dans les 5 ans de la labellisation. Donc ça veut dire que c'est hyper important que dans 5 ans vous ayez ça. Donc c'est pour ça qu'on fait des courriers individuels à chaque établissement. Et donc voilà, et je passe très vite sur la diapositive d'après, mais c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est comment notre modèle de financement est construit. Il y a une part fixe. Et donc ça, vis-à-vis des directions, tous les centres peuvent déjà communiquer sur cette diapositive, c'est pour ça que je vous la fournis. C'est-à-dire que vous êtes assuré, quoi qu'il arrive, l'ONDAM ou pas ONDAM, d'avoir, si vous êtes coordonnateur, à peu près 150 000 euros. Si vous êtes constitutif, 123 000 euros. Alors vous n'êtes pas concerné parce qu'il n'y a pas de centre de ressources et de compétences, c'est pour les filières SLA, MUCO et MEMO. Donc c'est la base minimum que, entre guillemets, un centre a. C'est à peu près aujourd'hui 50-50, c'est-à-dire que la part fixe, ça représente aujourd'hui 50%. Là, j'ai mis un point d'interrogation, puisque comme on ne connaît pas la part variable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire combien va être la part variable. On espère que ce sera toujours à peu près 50-50. Et donc, la part variable, c'est ce qui repose sur l'arbitrage ONDAM. Donc voilà, mais en tout cas ce qui est important c'est que la part fixe elle est assurée et votre part variable elle dépend de l'ONDAM mais elle dépend aussi de votre activité. C'est pour ça que chaque année les centres financiers doivent remplir pyramide. Voilà. Et donc c'est pyramide qui nous sert à donc calculer cette part variable sur quels critères? Critères d'activité, vous n'avez plus à les remplir. C'est-à-dire que ces BAMARA, on parlait d'autonomisation, vous n'avez plus à les remplir si vous êtes déjà dans BAMARA. Tous les critères d'activité tombent directement dans Pyramide. Vous ne pouvez plus les modifier.
Donc il y a eu un certain nombre de remontées, notamment pour la PHP. On a fait une correction des chiffres pour que les chiffres qui sont donc dans Pyramix soient bien corrects. Et donc c'est vérifié de manière très fine avec la BNDMR. Et donc s'il y a des alertes, c'est à Céline Engin, notamment de la BNDMR, qu'il faut écrire. Mais bon, maintenant on a clôturé Pyramix, donc s'il y a eu du sujet, je pense qu'ils ont été vus. Donc l'activité, vous avez pu la remplir déjà, c'est quand même une avancée. La recherche est intégrée, les points SIGAPS. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un peu technique, mais les points SIGAPS, c'est pareil, il y avait une discussion sur le score fractionnaire, le score de présence. On a voulu pour les maladies rares, et il y a eu un courrier des 23 filières qui nous ont dit en fait il faut rester sur l'ancien mode de calcul pour les maladies rares. Et donc on s'est dit effectivement, en regardant à peu près les modélisations de ce que ça faisait, qu'on restait sur le point SIGAPS antérieur, contrairement à la dotation mairie, enfin bref. Et donc du coup, il y a le point SIGAPS qui est bien, et c'était bien précisé dans le courrier qu'on a fait paraître pour Pyramix, qui est calculé sur 4 ans, donc pour valoriser les publications. Et enfin, quel est l'autre critère qui rentre en compte donc dans la part variable? Eh bien, il y a l'activité que vous évoquiez tout à l'heure. Avant, c'était RCP. Vous disiez oui ou non, vous en faites. Pour la part variable, c'était un peu binaire. Hein. Maintenant, on vous demande pour 2024 le nombre de RCP que vous coordonnez au niveau national et le nombre de RCP auxquels vous participez. C'est pour ça que c'est quand même important d'avoir un outil. Je ne sais pas si l'outil européen le permet, j'espère, mais d'avoir, en tout cas pour que ROFIM puisse permettre de vous faire des comptes rendus, puisque derrière nous, là-bas, c'est pour l'instant, c'est du déclaratif. La cible, c'est que dans 5 ans, voire avant, ce nombre de RCP tombe directement aussi dans Pyramix. Donc il faudrait qu'on ait des outils. On a des outils là aussi hétérogènes. Il y en a au moins 3 outils du RCP au niveau national. Mais voilà. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire ce qu'il faut retenir, c'est que votre activité compte, vos points SIGAPS comptent, et votre activité de RCP est désormais comptabilisée, non pas de manière binaire oui ou non, mais en nombre de RCP. Donc ça va être un changement majeur pour 2024 qui va donc permettre de calculer la part variable. Je vais passer assez vite sur le PNMR4, non pas parce que c'est pas important, mais parce que je préfère laisser de la place aux échanges. Et dans les questions, finalement, je vous préciserai. Donc on l'a déjà dit, Agnès Singlar, Guillaume Cano, qui sont les deux porteurs de ce PNMR4, les deux personnes qualifiées, pédiatre, chercheuse du côté d'Agnès Singlar à Bicêtre et coordinatrice d'une filière, donc qui connaît les filières évidemment, qui a été aussi qui a eu un rôle majeur dans la constitution de la plateforme de Paris-Saclay, donc elle connaît très bien l'écosystème maladie rare. Guillaume Cano, qui a été choisi par le ministère de la Recherche, qui a un profil évidemment on va dire plus atypique sur les maladies rares, mais qui est très axé sur les traitements. Donc pour ceux qui ne le savent pas, qui a découvert un traitement sur la maladie du syndrome de Claus. Donc voilà, donc c'est un de ses axes majeurs évidemment, et il est associé maintenant sur le centre des références des maladies endocriniennes rares, de la croissance et du développement, et il est néphrologue de formation. Ça, c'est l'extrait de ce qu'ils vous ont sans doute adressé au niveau de la filière. Vous voyez qu'on reparlait de l'interopérabilité des bases de données, ils l'ont mis en très clair sur les ORN, donc ils l'ont bien en tête. Offrir un diagnostic rapide à chaque patient, donc ça reste leur volonté majeure, et notamment avec les plateformes aussi de séquençage, voire l'étendre à d'autres plateformes. Donc ils ont une ambition majeure, et à la fois Guillaume et Agnès sont très impliqués sur le fait que ça aille vite, mais que ça aille vite et bien, et qu'ils ont eu à cœur de constituer des groupes de travail qui soient le plus représentatifs possible. Donc les 4 groupes de travail, vous les connaissez maintenant, vous en avez parlé tout à l'heure, qui sont effectivement avec 4 dimensions. On a demandé que dans chaque groupe de travail, il y ait la dimension à la fois européenne, à la fois data. On s'est posé la question de savoir s'il fallait un groupe de travail sur les données de santé spécifiques, parce que finalement les données de santé on les retrouve dans les groupes de travail. Et finalement vous voyez qu'il y a quand même un groupe de travail, et vu les échanges de tout à l'heure, je pense que c'est important que la collecte de données soit un groupe de travail dédié. Mais ça n'empêche que quand on parle d'innovation de traitement, de diagnostic et de parcours de vie, il y a de la collecte de données dans chacun des groupes de travail. Donc évidemment, et donc là par exemple, donc, toutes les 2 semaines, ces groupes de travail se parlent entre eux. Parce qu'il y a forcément des actions qui se recoupent. Donc il y a un groupe de travail intergroupe avec l'ensemble finalement des 8 personnes qui sont en plus, et d'Agnès et de Guillaume, qui sont dans ces groupes de travail. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Brigitte Chabrol, Christine Perron sont les 2 personnes qualifiées, on peut les appeler comme ça aussi, qui ont été choisies pour piloter le groupe de travail parcours de vie et de soins et des territoires à l'Europe. Et vous voyez qu'après, il y a des sous-groupes de travail qui sont dédiés au lien ville-hôpital, la formation, la sensibilisation, le dépistage néonatal, là aussi, dans l'évaluation du plan,
c'est un axe qui est pointé. La transition enfant-adulte et même adulte-vieillissement, chose qu'on ne parlait pas dans le PNMR 3, mais le PNMR 4 parle aussi enfant-adulte, mais aussi adulte-vieillissement, et la dissémination de la politique au niveau européen. Sur le deuxième groupe de travail qui est sur le diagnostic, qui est coporté par Alexandre Bello, Valérie Cormier-Der, donc à chaque fois c'est un tandem soins et recherche. C'est-à-dire qu'on reproduit le tandem, entre guillemets, qui est à la tête, d'avoir plutôt un clinicien, plutôt un chercheur ou une chercheuse. Donc sur le diagnostic, évidemment, comment on poursuit, on renforce l'observatoire du diagnostic, l'articulation avec la médecine génomique, j'en parlais, la formation, et l'enjeu de la phétopathe qui est ressorti. Voilà. Sur la partie diagnostic. Je sais assez résumé ce que je vous dis là, mais évidemment. Ça peut être développé dans les questions. Sur le troisième groupe de travail qui est porté par Olivier Sidbon et Sophie Dupuy-Giraud, il est sur l'accès aux traitements et aux innovations. Donc là, on retrouve l'Observatoire des traitements. Comment on arrive à collecter de la donnée en vie réelle, l'accès au marché de l'innovation, et puis à tout un groupe de travail sur la recherche translationnelle. Et enfin, le groupe de travail qu'on a déjà un petit peu évoqué, qui est coporté d'ailleurs par un animateur de filière, Guillaume Jondeau, très impliqué aussi au niveau des ERN, qui en coordonne un, Emmanuel Génin aussi, sur les données de santé, maladies rares et biobanques, donc sur le pilotage, l'interopérabilité dont on a parlé, le partage des données avec l'Europe, on en a parlé dans l'exchange, et puis un sujet qui avait été assez peu traité dans le cadre du PNMR 3, qui est l'accès aussi aux biobanques, voilà, les centres de ressources biologiques, les biobanques, et des biobanques peut-être dédiées maladies rares. Donc voilà, peut-être que je peux m'arrêter là, parce que j'ai des diapositives encore après, mais qui développent ça, mais ça me semble majeur qu'on puisse avoir un temps d'échange, si je suis dans les temps, Olivier, pour qu'on ait un petit temps d'échange et de questions sur ce quatrième plan, ou même sur les autres points que j'ai évoqués. Merci.